La Corée du Sud, République démocratique, est devenue la 12e puissance économique mondiale. Pauvre parmi les pauvres, à la sortie de la terrible guerre de Corée en 1953, le pays du matin calme, comme on le nomme souvent, est désormais l'un des 4 dragons asiatiques aux côtés de Hong Kong, Singapour et Taïwan. Le design et l'architecture sont des exemples frappants du dynamisme qui l'anime, tout en veillant sur ses traditions et sur son patrimoine historique très riche. Séoul est la 4e ville la plus riche d'Asie, gigantesque, déroutante, avec ses quelques 11 millions d'habitants. La capitale coréenne se répartit de part et d'autre du fleuve Han, autour duquel ont été organisés les Jeux olympiques d'été en 1988. Depuis cette date, la ville a connu une rapide expansion tout en se modernisant. La place de l'hôtel de ville est un bon exemple de ce qu'est devenu Séoul. L'ancienne mairie est aujourd'hui surmontée d'un immeuble ultramoderne. La place Gwanghwamun rend hommage à l'un des héros de la nation, le roi Sejong, l'inventeur de l'alphabet coréen. Derrière la place se dessine l'imposante porte du palais Gyeongbokgung, qui était jadis le palais principal de Séoul. Cette porte est gardée par des soldats habillés et armés comme à l'époque où le lieu était le centre du pouvoir. Trois fois par jour, la garde est relevée par une cérémonie haute en couleurs qui a été réintroduite en 1966. Bâti en 1394, puis reconstruit en 1867, il est le principal des 5 grands palais de la dynastie Joseon. En grande partie détruit lors d'un incendie au moment de l'invasion japonaise en 1592, laissé ensuite à l'abandon, il sera une première fois restauré en 1867, pour être à nouveau en partie détruit par les Japonais entre 1910 et 1945. Depuis 1990, le gouvernement coréen a lancé un important programme de restauration. Au-dessus du temple, le village de Bukson était destiné aux hauts dignitaires et aux nobles sous la dynastie Joseon. Certaines maisons ont plus de 600 ans et sont encore habitées. Leur prix est à la hauteur du prestige du quartier. Après avoir rasé systématiquement les quartiers anciens pour ne donner de Séoul qu'une image de métropole moderne, les Coréens se sont aperçus assez tardivement qu'ils perdaient une grande partie de leur patrimoine architectural et de leur style de vie. Certaines de ces demeures ont été entièrement restaurées. De nouvelles ont été construites sur plan et avec des matériaux traditionnels. Un peu plus bas, à Samcheongdong, l'ancien et le moderne cohabitent harmonieusement, même si la plupart des anciennes maisons ont été transformées en café ou en salon de thé. Au pied de Jongmyo, les anciens se retrouvent pour se lancer des défis de calligraphie chinoise, de poésie ou encore pour disputer des parties de Changgi, un jeu d'échecs coréen.
Depuis 1990, les caractères chinois ont quasiment disparu au profit de l'alphabet coréen. Une perte de repère pour toute une génération. Comme le papier de riz traditionnel est aujourd'hui plus rare et plus cher, ils utilisent du papier journal. Le sanctuaire de Jongmyo, dédié aux esprits des rois de la dynastie Chosun, est un lieu auquel les Coréens attachent beaucoup d'importance. Ces esprits sont censés résider dans un trou de tablette en bois sacré et dissimulé au regard des visiteurs. Les tablettes sont réparties dans 19 pièces représentant les 27 rois qui se sont succédés ici entre 1394 et 1928. Séoul est aussi très dynamique sur le plan architectural. En 2010, elle a été nommée ville UNESCO de design. Cette nomination est un signe de reconnaissance du vaste patrimoine culturel de la ville, de son potentiel créatif et de son engagement fort et novateur en matière de construction. C'est le quartier d'affaires de Samseong-dong autour du COEX, le centre d'exposition et de congrès, qui concentre les bâtiments les plus spectaculaires et les plus ambitieux. Ces sièges des conglomérats coréens, ou encore ces centres commerciaux, dessinés par des architectes internationaux de renom, soulignent la vitesse à laquelle le pays est passé en moins de 50 ans d'un des plus pauvres d'Asie à un des leaders économiques. Une des réalisations les plus spectaculaires se retrouve dans le Dongdaemun Design Plaza, un ovni tout en courbe, considéré comme le plus grand édifice du monde de ce type en 3 dimensions. Achevée en 2013, cette plateforme culturelle géante, qui se décline en plusieurs halles, a ouvert ses portes au printemps 2014. Créé par l'architecte Zaha Hadid, il a fallu 45 000 panneaux d'aluminium, tous d'une forme différente. Au-delà de la performance technique, tous les autres matériaux utilisés l'ont été avec une forte démarche environnementale. Le complexe abrite des musées, des salles d'exposition, un laboratoire de design ainsi qu'une 60aine d'activités liées aux loisirs et à la culture. Un hommage remarqué est rendu dans cet espace à Kang Song-Moonhwa, qui a sauvé plusieurs trésors nationaux coréens pendant l'occupation japonaise. En soirée, les quartiers s'animent, notamment celui autour de Myeongdong, qui est un immense centre commercial à ciel ouvert où se côtoient grandes surfaces, petites échoppes et vendeurs de spécialités culinaires. Les stands proposant du poulpe ou du poisson séché avec une sauce à la hauteur du mets proposé connaissent beaucoup de succès. L'industrie de la désormais fameuse K-pop tourne autour de groupes de musique très commerciaux et génère un merchandising dont les adolescents raffolent.
Le Cheongdaekgong est l'un des 5 palais construits par la dynastie Joseon, connu aussi sous le nom de palais de la prospérité. Il date du XVe siècle. Après avoir été détruit par les Japonais, il fut reconstruit et devint le palais principal jusqu'en 1872. C'est dans la salle du trône qu'avaient lieu toutes les cérémonies. Les appartements privés étaient situés plus en retrait en bordure des jardins. Séoul, au début du mois de mai, s'apprête à célébrer l'anniversaire de la naissance de Bouddha. Comme chaque temple va être très occupé à fêter chacun à sa manière cet anniversaire, on commémore cet événement au plan national quelques jours plus tôt. C'est la fête des lanternes, promue notamment par l'ordre monastique de Jogye-sa, qui a été créé pendant l'occupation japonaise en 1941 pour préserver le bouddhisme coréen de toute influence nippone. C'est un événement qui est ouvert à tous. Ce n'est pas réservé aux bouddhistes. Il est fait pour toute la population et c'est à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Bouddha. La fête des lanternes avait lieu dans le temple des 3 lanternes, à l'époque Koryo. Et depuis, c'est devenu un événement national, de plus en plus large. Depuis l'ère Chosun, ce n'est plus uniquement religieux, et c'est aujourd'hui un des événements les plus importants du pays. Les prières se succèdent tout au long de la journée. À la tombée de la nuit, des groupes se forment par quartier pour rejoindre le point de départ d'une procession géante. Fabriquées en papier traditionnel hanji, les lanternes ont pour vocation de transmettre un message de paix et d'harmonie. C'est aussi l'occasion pour les femmes de revêtir le hanbok, l'habit traditionnel coréen. Tous les moines Jogye sont aussi au départ de la marche. Après des heures de préparation, le cortège avance lentement. Dans la religion bouddhiste, la lanterne qui éclaire dans les ténèbres est une métaphore de la sagesse qui illumine le monde. Ainsi, l'allumage des lanternes de lotus représente une cérémonie très importante qui exprime le respect envers Bouddha. Ces pratiques datent de plus de 1000 ans. Il existe environ 40 types de lanternes. Les plus imposantes circulent sur des chars avec différentes formes telles que la pastèque, l'ail, la fleur de lotus. À chaque forme correspond un vœu particulier. Pastèque pour la fertilité, carpe pour la réussite, tortue pour la santé et la longévité.
On tape sur un moktak, un instrument de percussion bouddhique avec une baguette en bois afin de rythmer la récitation des sutras. Une fois le circuit effectué à travers la ville, les principaux groupes liés au temple de Jogye-sa se retrouvent dans son enceinte pour une dernière méditation. Le week-end, la foule des habitants de Séoul se mêle aux touristes venus de toute l'Asie pour sillonner les rues du quartier de Namdaemun et de Myeongdong. Le marché de Gwangjang est aussi très couru, mais sans doute plus pour l'abondance d'expériences culinaires qu'il propose sans aucun chichi. On s'attable directement autour des cuisines ambulantes, qui servent les plats traditionnels, comme le bindae-teok, une fameuse galette composée de lentilles ou de soja, le bibimbap, le riz mélangé aux légumes, ou encore le hoteok, des crêpes fourrées au sucre brun. Comme dans le reste de l'Asie, la street food est incontournable pour tout visiteur. Il est temps de quitter Séoul pour rejoindre plus au sud la vallée de Gusyeong-dong et les premiers massifs montagneux. L'altitude n'est pas très élevée, aux environs de 1000 mètres pour les plus hauts sommets, mais la densité de la végétation est impressionnante. C'est dans cet écrin qu'est installé le Centre national de taekwondo sur un domaine de 2 km². Cela donne une idée de l'importance qu'accorde le gouvernement à cet art martial coréen, grand pourvoyeur de médailles olympiques. Les bâtiments sont dignes des plus grandes enceintes sportives. Les installations ont été conçues pour accueillir des équipes régionales, mais aussi internationales, qui peuvent passer plusieurs semaines à s'entraîner dans des conditions optimales, encadrés par des champions olympiques comme Kim Kyung-hun. Le taekwondo est né en 1950 en réunissant plusieurs disciplines. C'est plutôt une manière de montrer une bonne attitude dans le sport. Le taekwondo, ce n'est pas un sport de compétition pour se battre. C'est plutôt une manière, un état d'esprit coréen. Le plus grand bâtiment, l'Arena, peut contenir près de 5000 spectateurs lors de grandes rencontres. Il sert aussi à des démonstrations spectaculaires pour le grand public. En poursuivant notre route vers la côte Est, voici Jeonju, le berceau de la dynastie Joseon ou Joseon. La dernière est la plus longue des dynasties coréennes. Au sud de la ville moderne se trouve le village Hanok, nommé ainsi du fait de ses 800 habitations traditionnelles, les Hanok. C'est la plus forte concentration de maisons anciennes du pays. Les habitants s'efforcent de maintenir un mode de vie traditionnel.
même si bon nombre de ces maisons abritent aujourd'hui des restaurants, des maisons de thé ou encore des maisons d'hôtes qui proposent des petits déjeuners hors du commun. La ville possède des temples, rien de plus normal, mais aussi une église catholique érigée par un missionnaire français. Car en Corée du Sud, les catholiques représentent plus de 10% de la population. À Jeonju, on a conservé le mode de fabrication traditionnel du papier, le fameux hanji. On prend de l'écorce de Brosonetia papyrifera, ou mûrier à papier, et on bat pendant une bonne heure la fibre qui a été bouillie. C'est ensuite la dextérité de Song Gong-ho qui va faire la différence pour remplir des cadres qui, une fois roulés et séchés, deviendront des feuilles de papier hanji. Jadis, on utilisait ce papier pour la calligraphie, pour les livres et aussi pour la peinture. Aujourd'hui, les machines ont remplacé tout ce travail. Et ce n'est plus que de l'artisanat. On s'en sert encore pour réaliser des lanternes ou encore des boîtes de rangement. Le papier va rester sous cette presse lestée de grosses pierres pendant toute une nuit. L'autre fierté de Jeonju, c'est le bibimbap, le plat national dont on dit que Jeonju en est le berceau. Madame Han Myung a propulsé la préparation de bibimbap, à l'origine un plat très simple, à un niveau très élevé de sophistication. Pour les ingrédients qui sont dans les petits bols, ils sont naturels, sans pesticides. Pour le goût, on ajoute les différentes sauces. Les sauces sont des éléments nécessaires et essentiels pour la nourriture coréenne. L'huile de sésame, sauce pimentée, l'ail, le sésame, le piment. Même si les ingrédients de base sont naturels, il faut ajouter ces épices et ces sauces. Il faut bien sûr ajouter du kimchi, qui va accroître les saveurs du plat. Il y a plus de 15 bols que l'on va mélanger ensemble dans le pot. Le bibimbap se crée en mélangeant tous ces ingrédients. Et à chaque mélange, on obtient des saveurs différentes. Plus au centre, la bourgade de Gyeongsan est connue dans tout le pays. On y cultive une plante précieuse pour toute l'Asie, et c'est surtout sa racine qui fait l'objet de toutes les attentions. De couleur beige, avec de fines racines aux extrémités, elle prend parfois des formes étranges. C'est le ginseng. Il est cultivé depuis 1500 ans en Corée, et surtout on lui prête 1000 vertus thérapeutiques. Il faut au minimum 4 ans pour obtenir une racine significative. Ham Song-ho est un des experts scientifiques qui suit avec attention l'évolution de la culture du ginseng. Sa principale qualité est de protéger le corps de toute maladie potentielle. Le ginseng contient des saponines, cela renforce aussi le système immunitaire contre les virus et il contient beaucoup de principes actifs.
Gyeongsam est le centre névralgique du ginseng, un négoce qui pèse plus de 4 milliards de dollars. Un marché lui est dédié où les cultivateurs viennent négocier leur lot auprès de grossistes ou de clients. Les grandes sociétés d'État comme Daedong Korea se fournissent directement en fonction de leurs besoins. Les racines sont d'abord soigneusement rincées et pour le ginseng rouge, le plus prisé, les racines vieilles de 5 à 6 ans sont ensuite étuvées et séchées au soleil. Trié, calibré, le ginseng rouge se vend ensuite 1 500 € les 300 grammes. Il est exporté dans le monde entier, même si la Corée du Sud absorbe la majeure partie du volume. La puissante confédération du ginseng finance un laboratoire de recherche très moderne qui permet d'imaginer quelles en seraient les futures déclinaisons. La principale innovation sur laquelle nous avons travaillé récemment, c'est un produit antidiabétique que l'on a mis au point à partir du ginseng. Nous sommes maintenant sur la côte sud, plus tempérée mais aussi plus humide, à la hauteur de Boseong. C'est en se dirigeant vers les premiers reliefs que l'on trouve les plantations de thé les plus réputées du pays. En particulier dans la vallée de Hadong, où le thé est né en Corée du Sud. C'est ici que Cho Yeon-sok a repris l'exploitation de son père, qui avait été lancée par son grand-père. Il produit un thé très raffiné et subtil, que les connaisseurs du monde entier achètent. Dans le massif de Jilisan, il exploite des parcelles qui poussent à plus de 900 mètres d'altitude, les plus hautes du pays, dont certaines sont composées de théiers sauvages. Cette plantation de thé est à une altitude élevée. Est-ce que cela apporte un goût particulier? Oui, le goût est très particulier. Cette parcelle n'est pas très exposée au soleil, donc le thé n'est pas très amer. Il dégage ainsi un éventail de notes très larges et plutôt douces. Les récoltes ont lieu avant la saison des pluies à la fin mai. On ne cueille que les jeunes pousses. Dans la petite usine, le thé est placé dans un grand wok pendant 4 minutes. Quelle est la température maintenant? Maintenant, elle est de 300 degrés. Combien de temps faut-il les garder ainsi? Oh, je dirais 4 minutes. Ouais, à peu près 4 minutes. Les gestes doivent être précis pour ne pas brûler les feuilles et ainsi n'enlever que leur amertume. Les feuilles vont être ensuite roulées une première fois à la main sur une natte de paille de riz avant de retourner dans le wok, puis d'être à nouveau roulées. Le thé va ensuite sécher plusieurs heures ainsi. Dernière opération avant l'emballage, le tri pour enlever les mauvaises feuilles ou les petites branches résiduelles. Ce thé vert, le Woojeon, est d'une grande finesse et n'est proposé qu'en quantité assez limitée. Non loin de là, à proximité de Soncheon, dans le temple de Seonamsa, le thé occupe une place importante dans la vie quotidienne des moines qui étudient les textes sacrés depuis 529. Les moines chinois sont les premiers à avoir compris tous les bienfaits du thé afin de les soutenir dans leur méditation. Le but n'est pas de boire du thé pour se nourrir et se faire plaisir, mais d'avoir l'esprit le plus clair possible et d'être dans les meilleures dispositions pour méditer.
Bien sûr, il est nécessaire pour notre corps, mais ce n'est pas uniquement pour le goût. C'est vraiment pour accompagner la méditation. Le temple produit son propre thé avec une plantation en amont des bâtiments, irriguée par une source naturelle. L'eau de cette source est de grande qualité, ce qui est primordial dans la préparation du thé. Chaque bassin issu de la source a une destination bien précise. Le premier bassin est réservé à la prière de Bouddha. Le deuxième pour boire et pour la préparation du riz. Le troisième, nous l'utilisons pour se laver le visage. L'eau du quatrième bassin est utilisée pour laver les vêtements. Malgré des installations qui semblent vétustes, c'est ici que les moines produisent un thé excellent. Soncheon est une ville de la côte sud qui a accueilli en 2013 l'exposition internationale des jardins et l'a transformée en parc permanent. Mais l'intérêt des lieux réside surtout à proximité de la côte. Il s'agit d'un estuaire côtier qui est inscrit sur la liste des zones humides remarquables. Entre la pression immobilière de la ville et les cultures de légumes, le gouvernement a mis en œuvre, depuis 2006, des moyens importants et la baie a pu être protégée. Les champs bénéficient toujours d'une terre fertile de premier choix. La cuisine coréenne comporte de nombreux légumes verts et la demande est toujours importante. La baie est composée d'un estuaire de 3,5 km de long et de 2000 hectares de terres humides et de roseaux. Les marais salants naturels jouent un rôle essentiel dans la purification de l'eau. L'eau de la baie est un lieu de reproduction de premier choix pour les mollusques, crabes et poissons. Et en surface, un espace de nidification pour les oiseaux comme les grues-moines et des spatules à bec qui y font une halte durant leur migration. À la périphérie de la ville, l'ancien village fortifié de Nagan a lui aussi été préservé. Datant de la période Choson, il était entouré de remparts pour protéger le village des pirates japonais. Aujourd'hui, ces maisons en argile et en pierre coiffées de roseaux abritent encore des résidences privées, mais aussi des artisans et des maisons d'hôtes, créant ainsi un espace hors du temps à proximité de la ville moderne. Nous partons maintenant plus au sud sur la grande île du pays, Jeju-do, une île volcanique, destination de vacances privilégiée des Coréens. Il faut s'extraire rapidement de Jeju-si, la capitale de la province, pour prendre la mesure de tous les volcans. Le volcan éteint Alasan possède 360 volcans satellites, sans oublier les innombrables tunnels de lave qui les reliaient entre eux. L'île a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains cratères comme celui de Sangumburi ont été entièrement protégés et sont devenus des réserves naturelles, où l'on croise des reptiles, des daims et des oiseaux, sans oublier la végétation, avec de nombreuses espèces de plantes menacées d'extinction et qui y ont trouvé un havre salvateur. Au petit matin, dans les prairies, certains sont à pied d'œuvre depuis un moment, courbés vers le sol. Ils sont à la recherche d'une plante qui ne pousse qu'à l'état sauvage et qui ne se cultive pas. C'est le gozari, qui, une fois séché puis cuisiné, se met dans des salades ou des soupes
et dégage des arômes proches du champignon. Elle se vend très cher sur les marchés. Encore faut-il connaître les lieux où le gozari pousse pour le cueillir, une passion qui anime de nombreux habitants. Tout le centre de l'île a été façonné par les volcans. C'est une zone subtropicale où on cultive des mandarines, des ananas, des oranges et aussi du colza et des légumes. Mais le sol caillouteux ne permet pas de faire pousser du riz. En revanche, dans plusieurs secteurs, on trouve du très bon thé. Ce décor a inspiré de nombreux artistes. Le plus spectaculaire est sans doute le Parc des Pierres, créé par Pek Hunchol en 2006. Le thème du parc s'inspire de la légende de Solmundé, la grand-mère qui a créé l'île, et raconte son histoire à travers ses roches et ses pierres. Il comporte aussi des galeries en plein air d'œuvres inspirées par son environnement. Ces harubang sont des totems placés devant chaque maison pour protéger ses habitants des mauvais esprits. Mais l'île n'a pas eu besoin de recourir à la main de l'homme pour se créer des côtes remarquables. Ici, c'est la pression volcanique qui a composé ces cylindres quasi parfaits. La côte sud-ouest est déchiquetée à souhait, parsemée de quelques chutes d'eau magnifiques qui tombent directement dans la mer. Le volcan le plus spectaculaire, qui forme une presqu'île, est le Songsan Ilchunbong sur la côte est. Tout autour, les anciens continuent à ramasser les coquillages et les algues à marée basse. Une bonne dizaine d'espèces d'algues rentrent dans la composition des mets. Le cratère est vieux de 5000 ans. Il est aujourd'hui protégé par un espace encadré pour venir le visiter. Le volcan étant une des principales attractions de l'île, attire beaucoup de monde. Le cratère, qui fait 182 mètres de haut pour 600 mètres de diamètre, est une curiosité géologique. Son bol intérieur étant quasiment intact. À l'intérieur, il y a 6 plantes rares et plus de 220 autres espèces. Un écosystème étonnant. À ses pieds, c'est aussi le territoire de pêche des plongeuses, les Enyeo. Ces femmes robustes ramassent sous l'eau algues, coquillages, crustacés, oursins, poulpes et partagent en coopérative le produit de leur pêche. Elles utilisent un matériel rudimentaire, couteaux, filets et harpons. Elles sont capables de rester 2 minutes sous l'eau et d'aller jusqu'à 20 mètres de profondeur. Cette activité exige une grande résistance physique, bien que la majeure partie d'entre elles ait 60 ans ou plus. Elles étaient encore 30 000 dans les années 1950. Aujourd'hui, elles ne sont plus que quelques milliers. Maintenant, les plus jeunes sont partis de l'île pour aller étudier ou travailler sur le continent. Il n'y a plus de filles qui veulent être plongeuses. La plus jeune plongeuse a déjà 46 ans. Le produit de leur pêche est proposé à la vente pour être préparé et dégusté sur place, servi par les plongeuses elles-mêmes qui passent leur journée en combinaison de plongée, ce qui fait sensation auprès des touristes chinois.
À Djedjoussi, les navires qui rentrent au petit matin de campagne de pêche déchargent leur cargaison au quai du marché de gros. Si les images restent toujours impressionnantes, la diminution de la ressource en mer a conduit le gouvernement à encourager les fermes aquacoles. Une fois triée, une grande partie de la pêche va repartir vers le continent. Le reste est vendu directement aux consommateurs. La criée se pratique à bulletin secret. Le grossiste note sa proposition sur une petite ardoise qu'il remet à l'animateur des enchères. Derrière le marché aux poissons, c'est le marché aux légumes où l'on trouve en grande quantité les légumes traditionnels les plus courants, comme le radis géant blanc, le mou, qui accompagnent de nombreux plats. Mais c'est le chou chinois, connu sous le nom de kimchi, que les Coréens consomment le plus. Il est fermenté plusieurs semaines dans de la saumure pour être ensuite agrémenté de piment. Retour sur le continent, toujours dans le sud du pays, mais plus à l'est, à Daegu, l'une des plus grandes villes de Corée du Sud, qui a entre autres comme spécialité d'exploiter et de commercialiser les plantes médicinales. Voilà l'entrepôt du grossiste qui fournit une grande partie du marché. Nous avons encore 80 à 90% de la population qui continue à utiliser les plantes médicinales pour se soigner. Même si, bien sûr, ça leur arrive d'utiliser des médicaments chimiques par ailleurs. L'expansion démographique, associée à la modernisation, rend de plus en plus difficile la culture de ces plantes. Mais de notre côté, nous poursuivons nos efforts pour maintenir une culture de ces produits, même si c'est parfois compliqué. Tout autour de cette rue, des médecins traditionnels prescrivent des soins qui vont être préparés dans des officines comme celle-ci. La préparatrice va mélanger plusieurs plantes et racines pour un remède qui va améliorer la circulation sanguine. Le patient fera bouillir la préparation de retour chez lui pendant 3 heures. Il est 3h30 dans le temple de Girimsa. Comme chaque matin, un moine récite des sutras en circulant entre les bâtiments. Il lance ensuite un rituel sonore qui va précéder la prière du matin.
Ce matin, c'est le moine supérieur qui conduit la cérémonie, avec à sa droite des laïcs qui travaillent au temple et qui participent eux aussi chaque matin à la prière. Dans un autre bâtiment, à l'écart, un moine chante des mantras à l'attention de l'âme des morts qui continue de rôder pendant 49 jours après le décès. Les fidèles viennent au temple à cette occasion pour donner les noms des disparus. Comme tous les grands temples, le Girimsa a été construit à l'écart des villes, en pleine nature et à flanc de montagne. Malgré sa taille, il n'accueille que 11 moines. En plus de la prière du matin, ils vont méditer 4 fois dans la journée pendant 2 heures. Un peu plus à l'est, Gyeongju est une ville importante dans l'histoire de la Corée du Sud. Elle concentre un grand nombre de tombeaux et de temples, comme ici le parc des Tumuli, qui renferme 23 tombeaux de souverains du royaume Silla et leurs familles. Élaborées sur le modèle des pyramides égyptiennes, nombre d'entre elles ont révélé d'importantes trouvailles archéologiques. Le temple de Bulguksa est sans doute l'un des plus importants pour les Coréens. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il date de 775 et renferme de nombreux trésors nationaux. Son socle imposant sur ses murs de pierre est un chef-d'œuvre de l'âge d'or bouddhiste dans le royaume de Silla. La qualité de sa charpente et le grand talent des peintres, notamment pour les boiseries intérieures, témoignent de cette riche époque. Un peu plus en contrebas, et révélé en 1974 par des fouilles d'envergure, le complexe de l'étang d'Anapji était un palais secondaire du royaume de Silla, surtout utilisé par le prince, qui ensuite fut transformé en jardin d'agrément et en lieu de réception décoré de fleurs rares. Dans les plaines autour de Gyeongju, au début du mois de mai, après un hiver souvent rigoureux, on prépare le repiquage des plants de riz qui seront récoltés à l'automne. Le riz a fait la richesse de plusieurs grandes familles de la région d'Andong, notamment dans le village d'Aoe. Ce village en forme de fleur de lotus date du XVIe siècle sous la dynastie Joseon, et depuis est en grande partie la propriété du clan Yu, une grande famille qui possède toujours de nombreuses terres. Ce village, classé et préservé, abrite plusieurs acteurs et hommes politiques en vue. Mais de plus en plus, il se transforme en musée vivant. Les jeunes préférant partir vers les grandes villes plutôt que de perpétuer ce mode de vie.
À l'entrée du village, l'atelier de Kim Dong-pyo fait vivre une tradition autour des masques. À la fin des récoltes de riz, on organise des fêtes et des spectacles où les personnages portent ces masques traditionnels. Depuis 35 ans, le maître façonne sur du bois d'Orinam ces portraits traditionnels, aujourd'hui encore très recherchés. Parmi ces masques, tous les personnages sont importants. Ces masques d'ailleurs appartiennent au patrimoine national. Et parmi ces personnages, je considère celui de Yangpan, un noble, comme parmi les plus importants. Les masques sont inscrits au Trésor national coréen à la 121e position. Je n'innove pas, je ne crée pas, je maintiens la tradition. Le maître travaille sur commande et certaines de ses pièces dépassent les 500 €. À 63 ans, il a formé plusieurs étudiants qui pourront perpétuer la tradition. C'est ici que s'achève notre périple au pays du matin calme. Un surnom qui est loin d'être galvaudé, mais ne recouvre plus toute la réalité coréenne. Si les temples s'éveillent à l'aube aux lanternes, et si les plantations de thé et les rizières respirent la sérénité, il y a une autre Corée du Sud tout aussi passionnante, qui, à l'instar de Séoul, foisonne de créativité et de dynamisme.